les collaborateurs sont à 77%, d'après une enquête menée par l'Institut Montaigne, sont heureux au travail, contre 27% seulement en fait des collaborateurs qui seraient épanouis, selon l'étude réalisée par Forrester. Selon les études, les chiffres se suivent mais ne se ressemblent pas, et donc on peut penser que la vérité est probablement entre les deux. Et dépend aussi sûrement des indicateurs qui sont pris en compte pour mesurer la satisfaction des Français au travail. Qu'est-ce que le bonheur au travail ? L'entreprise doit-elle jouer un rôle dans le bonheur en fait de ses collaborateurs ? Peut-on vraiment trouver le bonheur au travail ? Quelle est la part du mythe et celle de la réalité autour du bonheur au travail ? On en discute tout de suite avec notre dernière invitée de l'année, qui est Tania Mintza, qui est Chief Happiness Officer, CHO, et on va voir avec elle ce que ça veut dire concrètement, CHO. Pour votre information, donc Tania, elle anime un podcast, Chaud devant, dans lequel elle parle de bonheur productif, et elle partage aussi des contenus sur le bonheur au travail sur son compte Instagram, Tania ou le bonheur au travail. Bonjour Tania, merci d'être avec nous. Alors Et attends, bonjour je à t'entends pas tous. très bien. Voilà, je mets du son. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Merci Tania d'être avec nous. Donc comme je le disais en fait en introduction, tu es Chief Happiness Officer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie d'être CHO dans une organisation et peut-être aussi nous dire ce que ce n'est pas. Et plus globalement, qui es-tu? Quel est un peu ton parcours? Eh bien, tout d'abord, merci de m'accueillir, Aurélia. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Tania. Je pense que je suis Chief Happiness Officer depuis énormément d'années, mais sans savoir à l'époque que c'était un vrai métier. Et dans toutes les entreprises où je suis passée, J'ai l'impression que Tania a été déconnectée. Donc, Tania était en train de nous expliquer quel était un peu son parcours, qu'elle avait ce sentiment, elle, d'avoir été CHO un peu toute sa vie finalement professionnelle. D'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous pensez en fait du bonheur au travail. Qu'est-ce que ça représente pour vous? fallait qu'il nous arrive quelque chose, sinon c'était pas drôle. Donc, je vais quand même répondre à ta Compris. question tant qu'à faire. Donc, alors, pour ceux qui ont suivi, j'ai toujours été CHO sans savoir que c'était un véritable métier. Dans toutes les structures où je suis passée, j'étais la facilitatrice, j'étais celle qui était fédératrice, qui était à l'écoute. Et c'était pour moi assez naturel. Je me suis intéressée plus précisément au bien-être au travail à une certaine période de ma carrière. Je mets entre guillemets parce que j'ai jamais été carriériste, donc j'aime bien faire comme ça. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans une situation de mal-être au travail. Mm. Vous m'écoutez depuis 5 minutes, mais je pense que ça se ressent. Je suis quelqu'un qui normalement est plutôt joyeuse et ouais, rigolote. Enfin, c'est quelqu'un, voilà, la vie est belle. Et je me suis retrouvée dans une situation où aller travailler, ça me demandait des efforts, énormément d'efforts. Il fallait que je me mette en condition parce que j'avais la boule au ventre, parce que j'avais mal à la tête, parce que déplacer une virgule sur un document me prenait 3 heures parce que j'avais peur de faire des erreurs. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir ce mal-être au travail que j'ai ramené à la maison, je me suis dit, bon, bah, il faut faire quelque chose, c'est pas possible, on peut pas finir comme ça. Et du coup, je me suis intéressée plus précisément à la fonction de Chief Happiness Officer et je me suis formée durant le Covid. Alors, pardon pour les puritains, je dis le Covid et pas la Covid, pardon. Et du coup, donc, je me suis formée à ce métier. Et aujourd'hui, je suis référente QVCT en tant que salariée. Et j'ai monté ma boîte à côté où j'accompagne les entreprises à mettre en place des démarches QVCT et les particuliers à mettre en place des outils pour retrouver le fameux réenchantement au travail, une formulation que j'apprécie particulièrement. Voilà. Ensuite, pour te répondre sur qu'est-ce que le CHO, Ouais. alors, CHO, c'est plus simple que Chief Happiness Officer. On sait que les anglicismes, on a dents dures, c'est compliqué. Mais moi, je vais d'abord commencer par te répondre sur 3 clichés qui ont la dent dure, encore une fois très dure, sur ce que n'est pas le CHO. Donc déjà, c'est pas Monsieur, Madame tout le monde, Madame Bonheur, pardon. C'est Monsieur, Madame tout le monde, c'est pas Monsieur, Madame Bonheur. Alors même si effectivement on a le sourire et on est joyeux, on n'est pas que ça. Deuxièmement, certains pensent que le CHO c'est un luxe et qu'on ne peut pas se le permettre. C'est faux. Et une troisième petite chose qui est quand même assez ancrée, c'est que c'est une mode.
que c'est un métier qui va passer, mais ça fait déjà 20 ans qu'elle est là, la mode. Et je pense qu'elle ne va pas passer. C'est-à-dire que le rôle du Chief Happiness Officer est amené à changer, à évoluer avec la société, c'est normal. Mais les entreprises continueront toujours à investir dans la qualité de vie au travail pour rester attractives et performantes. Donc, ça c'est fait, on a parlé des clichés, on les a balayés sous la porte. Je vais vous dire quand même un petit peu ce que c'est qu'un Chief Happiness Officer. Alors, vous allez avoir plein de nomenclatures. Chief Happiness Officer, un responsable expérience collaborateur, Happiness Manager. L'idée, c'est quelqu'un qui s'occupe de la qualité de vie et des conditions de travail. C'est un rôle qui est avant tout, même si je souris tout le temps, je rigole tout le temps, ça reste quand même un rôle qui est stratégique. L'idée, c'est quand même d'améliorer la productivité, de retenir les talents en s'assurant que les employés soient heureux et engagés. Donc, accompagner une entreprise dans la mise en place d'une démarche QVCT, ça implique la mise en place de processus, d'outils pour réduire la charge mentale, des actions pour favoriser la sécurité psychologique des collaborateurs. Et quand je vous disais des processus, ça peut être l'onboarding, l'offboarding. Donc, l'idée, c'est quand même de créer un environnement de travail positif où chacun se sente valorisé et motivé. Le bien-être au travail, oui, pour la performance. En fait, là, je pense qu'effectivement, ça, c'est plus clair, je pense, pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui lors de ce live. J'ai vu passer rapidement des petits commentaires pour nous dire que le bonheur au travail, c'était aussi peut-être se dire bonjour, sourire quand on se voit. Il y a quelqu'un aussi qui note que le bonheur au travail, c'est essentiel. L'idée, c'est de se sentir bien pour y aller et sans avoir en fait cette boule au ventre. Donc, effectivement... je pense que pour tout le monde, c'est assez clair, mais surtout, n'hésitez pas à utiliser pardon, la boîte de chat. Si vous avez des questions que vous voulez poser à Tania, c'est le moment ou jamais. Donc, allez-y, on interrompra le live, entre guillemets, de nos échanges pour vous intégrer. On est tous ensemble. Voilà, c'est ça surtout qu'il faut retenir. Et donc, Tania, on pourrait parler aussi, justement, tu as parlé de la sécurité psychologique, physique. Ça, c'est la responsabilité, généralement, quand même, numéro un d'un employeur. La QVT, tu l'as dit, c'est pas un outil gadget, c'est pas du marketing paillette. Pourquoi est-ce qu'on l'associe quand même encore aujourd'hui beaucoup à la table de ping-pong, le cours de yoga, peut-être le cours de cuisine ou autre, le baby-foot, enfin, tout ce que tu veux. Pourquoi? En fait, c'est une vision gadget qui est encore réductrice. Et selon moi, ça date de l'époque où les entreprises pensaient qu'un environnement ludique suffisait largement à rendre les collaborateurs heureux et performants. Mais en réalité, la QVCT, comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus profond. Donc c'est pas juste, si tu veux, j'essaie de trouver un terme pour faire comprendre de façon, c'est pas de la poudre aux yeux, si tu veux. Donc c'est pas, la QVCT, c'est aussi profond que l'inclusion, c'est aussi profond que la reconnaissance au travail, que les relations professionnelles saines, la sécurité donc psychologique, la gestion du stress, les conflits, l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Donc juste un baby-foot, ça va pas remplacer une culture managériale bienveillante et des conditions de travail adaptées, si tu veux. Et il y a une étude, j'ai bien, comme j'ai fait mes devoirs, tu penses bien, il y a une petite étude de Gallup qui dit que seulement 15%, alors je vais pas te dire de bêtises, je vérifie quand même les chiffres, 15% des employés se sentent engagés dans leur travail au niveau mondial. Donc je pense que le problème ne va pas se résoudre avec un baby-foot et du yoga, mais plutôt avec des démarches structurées. Clairement, je suis tellement alignée là-dessus que voilà, on est vraiment à 100%. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aussi à des collaborateurs qui ont ce sentiment que le bonheur ou enfin le fait qu'ils soient heureux au travail, c'est pas la priorité de leur employeur? Parce que justement, avec 15% de personnes qui se sentent engagées au niveau mondial, on sait qu'en France c'est 7% généralement en moyenne, donc c'est très peu. Qu'est-ce qu'on peut leur dire quand même à ces personnes qui se sentent out? Déjà, ce qui est dommage, c'est que c'est un sentiment qui est malheureusement assez fréquent parce que c'est vrai. C'est un sentiment qui est encore assez vrai. Moi, ce que je peux proposer, c'est deux approches parce qu'il y a toujours, même si on parle de collaboration, de co-construction, il y a toujours la vision du collaborateur et la vision de l'employeur. Qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui existe. J'aurais tendance à dire donc aux collaborateurs d'exprimer leurs besoins de manière constructive, donc en restant en général factuel, pas rentrer dans l'affect tout le temps. Les employeurs, des fois, ne sont pas conscients que des frustrations, pas mal,
frustrations, les obstacles, certaines fois, ils ne le voient pas. Je dis bien certaines fois, à chaque fois. Il faut toujours mettre de la nuance. Et pour les managers, moi, j'aurais tendance à dire que l'écoute active, c'est la clé pour faire évoluer les choses. Écouter pour comprendre et pas écouter pour répondre. C'est souvent ce qu'on fait, malheureusement, c'est qu'on n'écoute pas ce que les gens nous disent, on ne comprend pas ce que les gens nous disent, mais on se dit tout de suite, ah, il a commencé à me parler de, je vais lui répondre ça. Non, écouter pour comprendre, c'est ça la base. Il ne faut pas oublier que le bonheur, enfin, le bien-être au travail, non, le bonheur, c'est pas un gros mot. Le bonheur au travail, c'est un dialogue, c'est pas un monologue. Il faut qu'il y ait vraiment de la co-construction et de véritables échanges. Et il y a Vanessa qui nous dit dans le chat, et les collaborateurs qui disent qu'ils ne sont pas là pour être heureux, qu'il y a une injonction au bonheur, pro et perso. C'est vrai qu'à eux, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aussi? Mais on pourrait leur dire que c'est OK, il n'y a aucune injonction en fait. Moi, j'estime que quand on passe 8 heures par jour dans un bureau avec des collègues, Mm. et je dis bien collègues, je ne suis pas en train de dire amis, famille, on passe 8 heures par jour avec des collègues, la moindre des choses, c'est de passer 8 heures par jour dans de bonnes conditions. Ça ne veut pas dire que vous allez manger avec eux tous les midis, ça ne veut pas dire que vous allez en faire les parrains de vos enfants, mais on peut être cordial, on peut être diplomate, et tout à l'heure, comme tu disais, on peut se dire bonjour, on peut sourire, et on peut ne pas être d'accord. On Mm. peut ne pas être d'accord, mais comment dirais-je, on s'exprime de façon posée, on s'exprime de façon euh, respectueuse, et je suis sûre que tout marchera bien. Ça m'est arrivé de me retrouver dans des endroits où je n'appréciais pas mes responsables. Mm. C'est pas grave, ce sont mes responsables. Il y a une hiérarchie, il y a des choses à faire, il n'y a aucun problème. Mais je leur parlais normalement, je leur parlais cordialement, je n'allais pas en rajouter. Donc il n'y a pas d'injonction. Mais c'est quand même plus simple quand tout se passe bien dans votre journée et qu'il n'y a pas oh là là, je vais bosser, ça se passe mal et oh super, je rentre à la maison, tout va bien. C'est quand même, enfin, je dis ça, je Clairement. dis rien. Mais je te rejoins également. Et j'avais aussi cette question, tu vois, par rapport en fait à l'employeur, parce que même si c'est de sa responsabilité, voilà, d'être responsable de ta santé psychologique et physique, hein, être responsable. En plus, j'ai envie de dire, du bonheur de ses collaborateurs, c'est un peu lourd quand même à porter. Enfin, c'est mon regard comme ça que je pose là tout de suite. Et je me dis comment aussi pour eux se détacher de ça et d'arriver à dire waouh, en plus de tout ce que j'ai à faire, il faut que je sois responsable du bonheur de mes collaborateurs. Waouh. Ouais. Non, mais bien sûr que c'est lourd. Et d'ailleurs, on ne leur demande pas d'être responsable du bonheur de leurs collaborateurs. C'est pas possible. On leur demande juste de rendre l'environnement favorable au bien-être. Le bonheur, ça reste une co-responsabilité, d'accord, mais ça reste quand même quelque chose de très Mm. personnel. L'idée, c'est que ce soit un environnement sain, donc du coup, une responsabilité partagée entre l'employeur et l'employé. Collaborateur, employeur, si vous préférez. L'idée, c'est pas que la démarche QVCT devienne un poids. Mm. Non, c'est un investissement pour améliorer l'engagement et la performance. Donc, non, non, on ne va pas demander à l'employeur de prendre en compte ou de prendre à sa charge le bonheur des employés. C'est pas possible, c'est pas possible. Et si on se pose aussi dans la continuité, mais des actions qu'on doit mener au sein des organisations, est-ce que CHO, c'est exclusivement un poste qu'on trouve dans des grandes structures ou c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans des TPE, PME? Bon, tu l'as dit un peu en début de live, c'est pas une question de moyens, mais quand même, parfois, enfin, la petite phrase qui ressort souvent, c'est pas de budget, pas de projet. Donc en QVT, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver, surtout dans les grandes organisations et les autres, ben bonne chance. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que la QVCT n'est pas bien évidemment juste pour les grosses Mm. boîtes. À partir du moment où il y a de l'humain, il y a du management, il y a des échanges, on peut avoir des démarches qualité de vie au travail. C'est sûr que c'est plus facile quand on a les moyens de mettre quelqu'un pour ce rôle-là, ou plusieurs personnes, ou un département pour ce rôle-là. C'est sûr que ça va être plus facile. Il va y avoir des actions qui vont être plus balèzes, si tu veux. Mais les TPE et les PME peuvent très bien utiliser leurs ressources internes et avoir quelqu'un qui, par exemple, travaille dans les RH ou qui travaille dans la com et lui proposer d'avoir cette petite, enfin je dis petite, mais on se comprend, Mm. mais d'avoir cet aspect en plus à rajouter dans son poste. Et d'ailleurs, si vous regardez un peu les offres d'emploi, vous n'allez pas forcément trouver des CHO purs, vous allez souvent trouver des office managers qui vont s'occuper aussi de la qualité de vie au travail ou des responsables de com qui vont éventuellement s'occuper de la qualité de vie au travail. Donc c'est vraiment
ça s'adapte dès qu'il y a de l'humain. Dès qu'il y a de l'humain, on peut faire de la QVCT. Donc, en tout cas, on peut se retrouver avec un poste un peu hybride et Ouais, si on est un peu touche à tout et qu'on a envie de jumper vers cette voie-là, c'est faisable, quoi. c'est En tout faisable. cas, Clairement. le faire savoir, c'est toujours bien, en tout cas. Oui, c'est très bien. Il faut déjà commencer à en parler. C'est pas parce que c'est pas à la portée de tous. Vous avez des employeurs pour qui ce n'est pas important. Mais si vous leur montrez que si, ça va changer les choses et surtout que ça va améliorer la performance, il faut leur parler leur langage. Ça va augmenter la performance. Là, ça va commencer à devenir intéressant pour eux. D'ailleurs, quand tu parles de performance, quels sont, on va dire, les indicateurs à prendre en compte lorsqu'on se lance dans une démarche de QVT, bonheur au travail, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Donc, on n'oublie pas, évidemment, on va le rappeler tout le temps, même si je dis toujours bonheur, que le bonheur, c'est subjectif, mais on peut en tout cas mesurer le niveau de bien-être à travers le taux d'engagement via des sondages anonymes, j'insiste, c'est tellement plus facile. Ah oui, pardon, on est sur Instagram, oui, donc des sondages anonymes. Le taux de turnover ou l'absentéisme, le NPS interne, alors c'est le Net Promoter Score interne. Alors le Net Promoter Score, c'est en gros, si on te pose la question, Aurélia, est-ce que tu recommanderais ton entreprise? Donc ça, c'est important de savoir si les collaborateurs sont de vrais ambassadeurs ou pas. Et les retours qualitatifs lors d'entretiens individuels. Il y a une astuce qui fonctionne toujours, c'est la régularité des feedbacks. Moi, j'aime bien les feedbacks positifs et bienveillants et constructifs. Ça permet de mesurer les progrès et d'ajuster des actions. Et quand je dis positif, bienveillant et constructif, ça ne veut pas dire faux cul. C'est-à-dire que si quelque chose ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Il faut travailler en collaboration pour trouver des solutions. Et si quelque chose va, il faut dire que ça va et peut-être même chercher à améliorer. Mais ce sont des petits KPI qu'on peut utiliser pour essayer d'évaluer le bien-être. Et en tout cas, vous qui nous écoutez aujourd'hui, clairement, je pense que le NPS est pas mal. Si vous vous posez la question, genre, est-ce que je recommanderais ma boîte ou pas? Si vous dites non, je pense que ouais, vous êtes au niveau le plus bas, je pense peut-être en termes de bonheur au travail. Mais si vous la recommandez, peut-être que ouais, vous touchez quand même du doigt cette notion de bonheur au travail. Qui sait? N'hésitez pas à nous dire en commentaire avec des pouces levés ou pouces vers le bas peut-être, voilà où vous en êtes à ce niveau-là, ou même le signe égal, hein, c'est possible en cette fin d'année, pourquoi pas. Comment agir concrètement, en fait, on va dire, sur ces différents leviers dont tu as parlé, pour être enfin heureux quand même au Donc, travail. on va encore repartir sur les fameuses deux bases, le collaborateur et l'employeur. Ok. Pour le collaborateur, moi, je dirais qu'il faut pratiquer la gratitude envers les collègues, communiquer ses besoins et prioriser son équilibre. Alors, quand je dis communiquer ses besoins, c'est aussi établir des limites. Quand on établit des limites, on se protège, mais on protège également l'autre. C'est très bien de définir un cadre pour pouvoir avoir une relation relativement saine avec les gens avec lesquels on travaille. Pour les employeurs, ce serait plutôt d'investir dans la formation managériale parce que manager, c'est un métier et ce n'est pas une promotion. On va pas arrêter de le répéter. Tout le monde n'est pas apte à être manager. Il faut, ça s'apprend, ça s'apprend. Et c'est pour certains et c'est pas pour d'autres. Non, mais c'est pas grave, c'est ok. Et aussi pour les employeurs de rester dans l'idée de co-construction de solutions avec les équipes et de valorisation des choses qui sont bien faites. Donc, j'ai une petite citation parce que, encore une fois, ta copine s'est préparée. Il faut pas oublier que le bonheur au travail, oui, encore bonheur, ça commence par un premier pas et c'est de créer des connexions humaines authentiques. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'authenticité ne peut pas être appréciée au travail. Moi, je peux pas imaginer que quelqu'un qui soit authentique ne soit pas apprécié au travail. Authentique, ça veut pas dire ne pas avoir de filtre. Ça veut dire être soi. Et quand on est soi, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On va pas plaire à tout le monde, d'accord, et c'est ok. Mais l'authenticité, c'est toujours la meilleure des choses. Et quand on est authentique, on n'est pas obligé d'être blessant. Quand on n'a rien de gentil à dire, maman me disait tout le temps, si tu n'as rien de gentil à dire, tu ne dis rien. Mais l'authenticité, ça vous fait aller beaucoup plus loin. Moi, j'ai du mal à ne pas être authentique. Je crois que, d'ailleurs, au niveau bavarde, c'est compliqué aussi. Et non, ça fait du bien de nous envoyer tout ce bonheur là à l'approche des vacances d'hiver. Là, c'est très très bien. Merci Tania. Merci. Il y a une notion aussi peut-être qu'on a abordée sans aller vraiment dans le fond du sujet, mais c'est aussi la confiance dans la relation qu'on peut avoir avec son employeur et enfin en tout cas dans la relation employeur-collaborateur.
Oui, parce que ça va dans les deux bien sens, sûr. notamment pour les feedbacks, pour être transparent et pour dire ce qu'on a à dire, Oui, parce que on le sait aussi, beaucoup de collaborateurs se retiennent quand même de balancer ce qu'ils ressentent. Enfin voilà, les gens qui vous disent tout va bien dans les enquêtes satisfaction, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent. oui, Donc, c'est récurrent et je pense qu'il faut être patient. mm, Il faut déjà que la direction, quand elle met en place ce genre de démarche, qu'elle la mette en place avec la véritable intention ouais, d'améliorer les qualités de vie et les conditions de travail. Parce que si c'est juste pour mettre un pansement sur une jambe de bois, ça sert strictement à rien. Donc la confiance, ça se gagne dans la vie de tous les jours comme au travail. Donc il faut quand même que des deux côtés, il y ait de la patience. Mais c'est vrai que la confiance, c'est quelque chose de compliqué. Maintenant, quand on reste authentique, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de raison que la confiance ne s'installe pas. Mais il faut être patient parce que le changement, de toutes les façons, on dit que dès qu'on essaie de changer quelque chose, c'est 3 à 10 ans. Donc il faut être patient. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. La mise en place d'une démarche qualité de vie au travail, c'est pas un coup de baguette mm, magique. Donc il faut effectivement que les directions viennent avec de bonnes intentions, mais il faut aussi que les collaborateurs jouent le jeu. Sinon, ça ne marchera pas. mm, je comprends bien. En tout cas, j'espère que pour vous qui nous suivez, la notion en tout cas de bonheur au travail, elle est plus claire, que vous voyez voilà le distinguo entre le mythe et donc voilà les aspects, les a priori que tu as notamment énoncé pendant ce live, et puis ben, l'aspect hyper concret qui au final, c'est une démarche qui est faite pour que les collaborateurs se sentent mieux au travail, qu'ils puissent être productifs et travailler dans des très bonnes conditions. Donc là, on arrive sur la fin du live. Je voulais te remercier vraiment, Tania, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tu as injecté une bonne dose de bonheur et de bonnes vibes et tout pour ce live. Avant de conclure, j'aimerais savoir si tu as une actualité que tu aimerais partager avec l'audience et si d'aventure, voilà, il y a des personnes qui ont envie d'en savoir plus sur le bonheur au travail, sur ton métier, et puis aussi pour des personnes qui souhaiteraient ou des organisations qui voudraient être accompagnées, comment on fait pour te contacter? Ok. Alors avant de parler de tout ça, je voudrais juste rassurer les gens qui nous écoutent là en live et ceux qui vont nous écouter en replay, à peu près 3 millions de personnes. Je ne suis pas complètement folle. Je sais très bien que le monde des bisounours, pardon, ça n'existe pas et que c'est pas toujours évident de mettre en place des choses pour améliorer la qualité de vie au travail. Mais encore une fois, soyez patients et ça va payer. Il faut y aller. Donc je suis pas folle, mais il y a des choses qui existent et qui fonctionnent. On y va petit pas par petit pas, mais ça va le faire. Donc maintenant, pour savoir mon actualité, je prépare pour ce début d'année 2025, normalement vers le mois de mars, des Trop ateliers bien. de développement personnel à Paris. Mm. Et je travaille sur des outils numériques pour aider les entreprises à développer la QVCT. Et ensuite, pour suivre mon travail, alors là, vous allez vous éclater. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Tania ou le bonheur au travail, où je suis à peu près aussi calme que maintenant, tout le temps. Et j'ai un podcast qui s'appelle Chaud Devant, donc c'est H-O Devant, parce que oui, je suis une fille des années 70 et que je fais des jeux de mots un peu lourds, mais c'est pas grave. Et vous pouvez l'écouter donc sur Spotify, Amazon, YouTube. Et pour tout projet de collaboration, vous pouvez aller sur mon site internet minsaconsulting.com ou vous pouvez glisser dans mes DM sur Tania ou le bonheur au travail. Mon mari n'est absolument pas jaloux. En tout cas, merci vraiment Tania et merci à tous de nous avoir suivis. Merci Vanny avec trop bien d'avoir partagé toutes ces informations. Merci beaucoup, vous êtes génial, vous êtes géniaux, vous êtes génial également et tout. Franchement, merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve pour le prochain live Instagram le 14 janvier. Je serai en live avec Vincent Massinina Azwani, qui est le CEO de Middle Job, qui est une plateforme, enfin une application pour trouver un nouvel emploi, mais de manière vraiment en prenant en compte les aspects diversité, inclusion. Donc à suivre, parce que je pense que ça va être super intéressant également. Merci à tous. Le live, vous le retrouvez en replay dans notre feed respectif là à l'instant et le replay dans quelques jours sur Boudoum le Mag. Merci beaucoup.